Bonsoir et bonsoir à tous. À la une de ce 20h, le colonel Assimi Goïta est le nouvel homme fort du Mali. Il a déclaré hier mercredi être le chef de la junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'officier indique aussi être le président du comité national pour le salut du peuple. Le Mali d'abord, nous n'avons plus le droit à l'erreur. Ce sont là quelques propos tenus entourés de militaires armés. Plus de détails sur l'homme dans un instant. Depuis ce mercredi 19 août et ce jusqu'au 15 septembre 2020, plus de manifestations sur la voie publique en Côte d'Ivoire. Décision du gouvernement ivoirien suite aux récentes manifestations intervenues dans plusieurs villes du pays, faisant au moins 6 décès. Mais autorisation est accordée au rassemblement dans les enceintes closes. Vous entendrez les précisions du porte-parole du gouvernement ivoirien sur le sujet dans ce journal. Il est originaire de Komsilga dans le centre du Burkina Faso. Moussa Yanogo est un jeune acteur burkinabé qui va jouer bientôt aux côtés des grands acteurs hollywoodiens. Moussa Yanogo a joué dans des films comme Black Beach ou Follow. De ses formations sur le jeu d'acteur et sa nouvelle aventure à Hollywood, l'homme nous compte tout dans cette édition. Vous l'entendrez tout à l'heure. Le Mali se trouve dans une situation de crise sociopolitique. Nous avons mis le pays au-dessus de tout. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Voici là quelques mots de celui qui a déclaré être le chef de la junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Entouré de ses frères d'armes, le colonel Assimi Goïta se veut l'homme fort du Mali actuel, président du conseil, du comité national pour le salut du peuple. Il a fait cette déclaration hier après une réunion avec les secrétaires généraux des administrations. Le colonel Goïta était apparu à la télévision dans la nuit du mardi à mercredi lors de l'annonce par un groupe de militaires de la création de ce comité qui a donc poussé à la démission le président Keïta, mais il n'avait pas pris la parole. Il était de mon devoir de rencontrer les différents secrétaires généraux pour que nous puissions les assurer de notre soutien par rapport à la continuité des services de l'État, a-t-il expliqué lors d'un point de presse plus tôt dans l'après-midi. Le porte-parole du CNSP, bien sûr, le colonel-major Ismaël Ouagué avait appelé les Maliens à vaquer librement à leurs occupations et à reprendre sainement leurs activités. Il avait également demandé d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics et promet de prendre toutes les mesures à l'égard de tout porteur d'uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket. C'est peut-être la joie pour la junte ou pour les Maliens en général, mais les sanctions contre le pays ne manquent pas. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest condamne le renversement du président Ibeka et son gouvernement. La nouveauté ici, c'est que la CEDEAO veut se montrer intraitable à l'égard du nouveau régime militaire qui s'est installé au Mali à la suite de la mutinerie qui a finalement pris la forme d'un coup d'État. L'organisation regroupant, tous les pays de la région a décidé d'imposer un embargo au pays. La synthèse de toutes ces sanctions, c'est à suivre dans cet élément. De la chaleur de son affection. La CEDEAO ne prend pas acte de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'organisation ouest-africaine campe toujours sur sa position de principe. Elle condamne avec fermeté le renversement par des militaires putschistes du gouvernement démocratiquement élu du président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle appelle avec véhémence le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État se sont réunis d'urgence ce matin sur les camps maliens dans le cadre d'un sommet extraordinaire. Par visioconférence, ils ont réitéré les sanctions prises par le secrétariat exécutif de la communauté. Le Mali est suspendu de tous les organes de décision de la CEDEAO et ce jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Un blocus économique est décrété contre ce pays où des militaires ont eu le pouvoir le 18 août dernier. Le sommet a décidé que les sanctions soient maintenues, que la fermeture des frontières soit maintenue, le blocage ou le blocus économique et financier soit maintenu, à l'exception de certains produits, notamment l'électricité, le carburant et les denrées de première nécessité,
et ceci pour des raisons humanitaires. Les chefs d'État ont insisté sur le retour à l'ordre constitutionnel. Ceci est très important pour donner un signal fort donc aux putschistes de Bamako et à tous ceux à qui donc viendrait l'idée donc d'organiser un tel putsch. Autre décision de ce sommet extraordinaire, l'envoi d'une mission urgente à Bamako pour évaluer la situation. Cette mission sera conduite par Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Depuis 2 mois, l'ancien président nigérien multiplie des allers-retours entre Abuja, siège de la CEDEAO, et de la capitale malienne sans pouvoir arracher un accord politique entre les parties maliennes. Il sera accompagné du ministre nigérien des Affaires étrangères qui préside le Conseil des ministres de la communauté ouest-africaine. Une des priorités de cette mission de board office, c'est d'obtenir la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels détenus depuis le coup de force du 18 août dernier. Et oui, la CEDEAO prévoit clairement donc de mettre en œuvre immédiatement un ensemble donc de sanctions contre tous les putschistes, leurs partenaires et collaborateurs et de s'employer à un retour immédiat donc de l'ordre constitutionnel. Vous l'aurez compris, avec toutes ces sanctions, le Mali déjà enclavé se retrouverait donc totalement isolé du reste du monde et son économie déjà donc fragilisée par le contexte de crise sécuritaire et sociale devrait être fortement paralysé. Mais visiblement, les choses n'ébranlent guère les nouveaux tenants du pouvoir de Bamako. Le mouvement du 5 juin est aussi monté au créneau pour dépeindre toutes ces sanctions visant à noyer davantage le Mali. L'un de ses membres s'est adressé à la presse où il demande au chef d'État de la CEDEAO d'aller revoir la Charte africaine des droits de l'homme. L'ancien ministre Mohamed Ali Batili, membre du M5, explique à la CEDEAO que les peuples africains ont des droits. Il ajoute aussi que l'institution, dans son texte, n'a aucune disposition de sanction des peuples. Je vous propose d'entendre Mohamed Ali Batili. Plutôt à conforter une gouvernance dans l'intérêt des peuples et non contre les peuples. Dans la situation du Mali, la CEDEAO a été bien informée de toute la faillite du système politique, administratif et de gouvernance qu'il y avait sous M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous leur avons fait toucher du doigt que ces messieurs propres des chefs d'État, chacun dans son pays, n'était plus la même. Ça a changé. M. Alassane Ouattara n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un 3e mandat. M. Alpha Condé n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un 3e mandat. M. Youssouphi venait d'arriver, il n'était pas en train de terminer son... Bon, moi je vois qu'il y a comme, j'allais dire, une interprétation non pas téléologique des textes de la CEDEAO, mais une interprétation littérale, ce que nous appelons en droit l'interprétation la plus pauvre et la plus caractéristique de la restriction qu'on veut mettre dans l'interprétation et la compréhension des choses. Donc quand on dit cela, je voudrais dire que la CEDEAO n'a pas dans ses textes non plus aucune disposition de sanction des peuples. Pourquoi elle ne l'a pas? Parce que les peuples sont souverains. Les peuples sont souverains. Par contre, la CEDEAO a, en l'article 45 de ce protocole additionnel, la possibilité de sanctionner les gouvernements qui n'arrivent pas à faire la bonne gouvernance. Au lieu de sanctionner M. Ibrahim Boubacar Keïta, de lui dire on te retire des instances de la CEDEAO parce que les enfants du Mali ne vont pas à l'école, parce que la santé a fait 4 mois de grève, parce que les juges ont fait 4 mois de grève, rien ne marche chez toi, l'Assemblée, tu n'as pas pu organiser les élections, le Haut Conseil des collectivités territoriales, ça fait 13 ans qu'ils sont là-bas, et leur mandat n'est même pas renouvelé par une loi anticonstitutionnelle, et le Conseil économique et social... Ton Premier ministre n'a même pas fait de déclaration de politique générale. Au lieu de dire ça, M. Ibrahim Boubacar Keïta, pour lui dire, c'est vous qui êtes le symbole de la mauvaise gouvernance, donc ne venez pas à nos réunions. Ils sont prêts à faire une visioconférence avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, le plus mauvais élève de la CEDEAO.
Et dans la suite de ce journal, il n'y aura plus de manifestations sur la voie publique en Côte d'Ivoire jusqu'au 15 septembre 2020. C'est une décision du gouvernement ivoirien prise hier mercredi. Les manifestations sur la voie publique sont interdites, mais les rassemblements dans les enceintes closes sont autorisés. Ces décisions ont été adoptées après les dernières manifestations politiques survenues dans le pays qui ont fait 6 décès, 173 blessés et environ 1500 déplacés internes. Écoutez les précisions de Sidi Timoko Touré, il est le porte-parole du gouvernement ivoirien. À présent, le communiqué. Depuis quelques semaines, il a été donné de constater par la communauté nationale et internationale une série de manifestations caractérisées par plusieurs incidents, notamment des marches émaillées de plusieurs débordements violents, des affrontements intercommunautaires d'une grande ampleur à Daoukro et dans une moindre mesure à Gagnoa, des atteintes aux symboles de l'État, avec l'incendie d'un commissariat à Bonois, ainsi que des destructions de biens publics et privés. Le bilan provisoire au plan national fait état de 6 décès, 173 blessés, environ 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels. À ce jour, les actions des forces de sécurité pour établir l'ordre, les médiations des autorités préfectorales et des chefs de communauté ont abouti à une baisse notable de la tension sur toute l'étendue du territoire national et à un retour progressif au calme. Tirant les conséquences du bilan humain et matériel de ces manifestations et des risques d'ouverture de poches de conflits communautaires, le Conseil a décidé de la suspension des manifestations sur la voie publique pour les autoriser seulement dans les enceintes closes ou des espaces dédiés sécurisés. Cette mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence en cours est effective ce jour jusqu'au 15 septembre 2020. Nous prenons à présent la direction du Nigeria. Des djihadistes ont pris en otage des centaines de civils. Les habitants pris en otage venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés à cause des violences dans l'état du Borno, dans le nord-est du pays. C'est un acte des combattants présumés de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, en abrégé bien sûr ISWAP, survenu le mardi soir. Et cet enlèvement est intervenu au moment où les risques sécuritaires et les mises en garde des ONG, le gouvernement local insiste pour désengorger les camps de déplacés insalubres et surpeuplés et organiser aussi des missions de rapatriement plus ou moins force. Eh bien, un chef local qui était parmi les otages et qui est parvenu à s'échapper a raconté qu'ils étaient rentrés au début du mois d'août dans l'espoir donc de pouvoir enfin cultiver leurs terres, mais ils ont aussitôt fini entre les mains des insurgés. Nous ne savons pas ce qu'ils vont faire d'eux, mais nous espérons bien sûr qu'ils ne leur feront aucun mal à confier ce leader communautaire. Dans la même soirée, des avions de combat avaient été déployés de Maïdougouri, la capitale de l'Est de Borno, pour s'occuper de la situation. Plus de 36 000 personnes ont été tuées depuis 2009, il faut le savoir, dans les violences au Nigeria, et plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Hier, 19 août, nous célébrions la journée internationale de l'aide humanitaire. Et bien, c'était aussi la journée internationale de la photographie. Et à cette occasion, nous sommes allés à la rencontre d'une photojournaliste burkinabé, Edith Bakala, c'est son nom. Elle exerce le métier depuis une vingtaine d'années, 2 décennies passées donc, derrière les appareils photo. Comment elle a embrassé donc, ce métier et comment elle le vit aujourd'hui avec l'avènement du numérique, toute la passion. Edith Bakala l'a raconté à Ahmed Nanema et à Bassirou Sawadou. Parmi tant d'hommes, elle réussit à se faire une place dans ce métier où les femmes sont rares. Edith Bakala est une femme de terrain et son domaine de prédilection est le photojournalisme. Comme aujourd'hui à l'Assemblée nationale, elle porte tous les jours son appareil en main pour fournir de belles prises au public. C'est par amour que moi j'ai embrassé le métier de photographe. Parce que j'étais là, si je vois les hommes là avec les appareils là,
C'est ça qui m'a amené à être photographe. Quant aux préjugés que peuvent avoir la jeune féminine sur ce type d'emploi, Edith Bakala n'en fait pas un souci. Être parmi ces hommes, on n'a pas dit que ce métier-là c'est dédié seulement aux hommes. Ou bien ce métier-là c'est dédié aux femmes. Il y a des femmes policiers, il y a des femmes militaires. Le métier que l'homme peut faire là, nous tous on peut le faire. Je ne trouve pas de problème à ça. Avec mes collègues sur le terrain, on s'entend très bien. Cependant, le métier qu'elle choisit la contraint la plupart du temps à être loin des siens, au point de restreindre d'une certaine façon sa vie sociale. Même au foyer, des fois, moi je n'ai pas de don. Je descends le soir et puis je m'en vais faire la cuisine. Quelle que soit l'heure, les messieurs et les enfants vont attendre que moi je finisse de faire la cuisine. Ça c'est un. De deux, des fois, il y a des soucis dans la famille. Par exemple, il y a des mariages ou bien des décès. Toi, tu veux aller. Je me rappelle bien en décembre passé, il y a le mariage de ma petite soeur. C'était le 7 décembre. Et nous, on a bougé le 5 pour aller à Tinkorgo pour le 11 décembre. Côté social, c'est compliqué. Mais fort heureusement, Edith Bakala n'est pas seule devant ces épreuves qui jalonnent sa vie professionnelle. Je ne trouve pas d'inconvénient dans mon foyer. Parce que mon mari même me soutient. Par exemple, si j'ai des missions où je dois partir à 2h ou bien à 3h du matin, il est toujours à mes côtés. Quelle que soit l'heure que je lui dis non, ce matin je vais en mission à telle heure, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours accompagné dans mon domaine. C'est lui-même qui m'encourage. Sinon au début ce n'était pas facile, mais de son côté je ne trouve pas d'inconvénient. Edith Bakala entre en contact avec le métier de photojournaliste depuis 1994. Sa passion pour les photos lui ouvre les portes des éditions Sidoya où elle sera retenue pour y faire carrière en 2007. Son dynamisme et son attachement au travail bien fait lui donnent droit à une distinction au rang de chevalier de l'ordre de mérite avec agrafe du ministère de la Communication le 27 décembre 2019. Mariée et mère d'une fille de 22 ans également mariée, Edith Bakala tire non seulement ses forces et son inspiration du Seigneur en tant que croyante, mais aussi de son époux qui la soutient et l'encourage inlassablement. Voilà, comme le dit si bien, rien dans ce monde ne se fait sans passion. Et nous parlons encore d'un autre métier, cette fois du cinéma. La formation sur le jeu d'acteur au Burkina Faso porte déjà des fruits. Il y a 2 ans environ, un stagiaire en a bénéficié. Aujourd'hui, grâce à cette formation, il a été retenu lors d'un casting pour un film d'envergure hollywoodienne. Il s'agit du jeune burkinabé Moussa Yanogo, après avoir joué dans des films comme Black Beach de l'espagnol Esteban Crespo ou Folo du réalisateur Herman Kone. Le jeune cinéaste sera bientôt sur de grandes scènes aux États-Unis et il est convaincu que c'est la formation sur le jeu d'acteur qui lui permet de connaître cette ascension. Il s'est confié ainsi à Linda Sarah Kaboré et à Achille Ouedraogo. On m'a appris beaucoup de choses. Voilà, le jeu d'acteur, la manière dont un acteur doit réfléchir, la manière dont un acteur doit réincarner son rôle, voilà, pas jouer, mais réincarner, être, voilà, porter un personnage, voilà, qui n'est pas toi. Quand je suis parti au Ghana, ça m'a vraiment aidé parce que à chaque fois, quand j'ai été dans ces castings, quand je joue, on trouve que mon jeu est particulier. Et ces films parlent d'un jeune homme qui a été coopérant en Afrique. Et comme il veut maintenant un poste dans son pays, et vu que vous voyez qu'actuellement en Afrique, il y a beaucoup de groupes terroristes, il y a beaucoup de groupes armés. Et il y a un de ces groupes armés qui a pris une jeune fille en otage. Et ce jeune-là, qui était coopérant en Afrique, doit venir pour discuter afin de pouvoir libérer cette fille-là. Donc ils avaient besoin de jeunes acteurs africains aussi, voilà, pour jouer des rôles de soldats. Et moi, j'ai joué en tant que soldat. Je faisais partie de la garde rapprochée du général. Restons avec Linda Sarah Kaboré et Achille Ouedraogo pour parler encore des acteurs du cinéma du Burkina, eux qui veulent relever le niveau du cinéma justement burkinabé
avec des devanciers comme Isaka Sawadogo et Ouma Dagnon. Une formation est en cours depuis le 15 août dernier, dénommée formation sur le jeu d'acteur. Les initiateurs veulent amener les amateurs, les novices et même les anciens à corriger certaines lacunes dans l'exécution des rôles pour être bien sûr aussi compétitifs à l'international. Suivez. Qui est là, c'est ça. Vous voyez, c'est vous imaginez, donc ça vous donne ça. Ok? Donc même quand vous allez comme ça, vous ne perdez pas l'équilibre. Vous voyez? Ce n'est pas une séance de fitness ordinaire. Eux, ce sont des acteurs du cinéma burkinabé qui apprennent les techniques de mouvement qui vont avec des textes de films d'action. C'est une formation sur le jeu d'acteur et c'est une initiative de Isaka Sawadogo et Ouma Dagnon qui ont sans doute relevé des insuffisances sur les plateaux de tournage au Burkina. Ils sont donc là pour relever le niveau du cinéma burkinabé. On a fait des enquêtes, on a remarqué, ils sont tous venus au cinéma comme ça, et parce que c'est une passion, ou bien parce qu'ils cherchent du boulot et ils ne savent pas où aller, ils ont trouvé du boulot là. On dit, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Généralement, c'est le réalisateur qui connaît tout, qui décide de tout. Mais non, justement, ça c'est l'erreur. Et nous, on a décidé, Omar Dagnon et moi, d'aller mieux nous enrichir encore à l'étranger, en frottant certaines universités, en faisant des recherches. Nous sommes arrivés à mettre au point une formation qui sied au burkinabé. C'est pour accompagner les réalisateurs, les projets de films qui vont venir au Burkina à relever le niveau qualitatif du jeu d'acteur. Cette formation n'est pas réservée aux professionnels seuls. Ceux qui n'ont jamais fait du cinéma mais en ont le désir peuvent également y participer. L'actorat 1 et 2, c'est l'équivalent de module 1 et 2. L'actorat 1 et 2, c'est pour les initiés. C'est pour ceux qui n'ont jamais fait du cinéma, qui ne connaissent pas du tout le métier et qui ont envie de s'engager. Donc nous allons les aider, les mettre dans le train et les positionner. Ok. L'actorat 3 et 4, c'est pour ceux-là qui ont eu la chance d'être parachutés au cinéma ou alors qui ont eu la chance de jouer dans 1 ou 2 films ou alors qui jouent dans des films mais qui justement, c'est pas leur métier. Ils ont un autre métier ailleurs et ils viennent jouer au cinéma. Et nous avons maintenant l'actorat 5 et 6 qui est pour les professionnels. Ça, c'est pour des gens qui ont pris le temps d'étudier, de faire des recherches et qui travaillent de manière permanente comme acteurs et qui ne font que ça. Cette formation sur le jeu d'acteur a débuté le 15 août dernier et prend fin le 15 septembre prochain. Les initiateurs espèrent former tout le corps du métier cinématographique au Burkina. Une page d'athlétisme pour terminer ce 20h. Le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango vient de réaliser la meilleure performance de l'été dans cette discipline sportive. Le médaillé de bronze au championnat du monde d'athlétisme a fait un bond de 17,43 m hier mercredi en Hongrie. Fabrice Zango devance le double champion olympique, l'américain Christian Taylor, 17,34 m, et le portugais Pablo Pichardio, 17,28 m. Sa meilleure performance est de 17,66 m et réalisée lors des championnats du monde de Doha. À une année donc des Jeux olympiques, l'athlète de 27 ans qui vise l'or a encore le temps de s'améliorer. Il est bon de le savoir aussi. Hugues Fabrice Zango est le recordman d'Afrique du triple saut en plein air avec 17,66 m et en salle 17,77 m. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et à très bientôt.